la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont procédé ce lundi à la signature de 14 nouveaux accords de coopération, entre autres dans les domaines de l'éducation, des TIC, des PME et du transport. La cérémonie a été présidée par le président ivoirien Alassane Ouattara et par le roi du Maroc Mohamed VI. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé ce matin le Forum Côte d'Ivoire-France, une rencontre de 2 jours avec plus de 40 entreprises en vue de financer le développement urbain et territorial. FESPACO 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso, le festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel s'est ouvert ce samedi. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, et les acteurs ivoiriens également à l'honneur. En Corée du Sud, la dernière audience pour la destitution de la présidente a eu lieu aujourd'hui, mais elle ne s'y est pas rendue. Park Geun-hye est accusé de corruption. Bonsoir à tous, nous sommes lundi 27 février. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Le roi du Maroc effectue depuis ce vendredi une visite de travail et d'amitié sur le sol ivoirien. Il a présidé cet après-midi avec le président Alassane Ouattara la cérémonie de signature d'accords entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'éducation et du financement des TIC. Fijanaïma. Accueilli à son arrivée au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le roi Mohamed VI a reçu les honneurs militaires qui lui ont été rendus sur l'esplanade du palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont eu tout d'abord un entretien élargi à leurs deux délégations, ivoiriennes et marocaines, suivi d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. À la tête du Maroc depuis le 23 juillet 1999, tout juste après le décès de son géniteur, le roi Hassan II, le roi Mohamed VI a réussi en 18 ans de règne à hisser le Maroc au rang de pays émergent. Le Maroc maîtrise aujourd'hui la technologie et possède une expertise dans de nombreux domaines. C'est à ce titre que ce pays africain, tout comme la Côte d'Ivoire, peut être d'un grand apport pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au plan de la coopération économique entre les deux pays, le président de la République, Alassane Ouattara, et le roi Mohamed VI ont créé un cadre de concertation et d'échange entre opérateurs économiques marocains et ivoiriens, dénommé Groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, en abrégé JMC, pour faciliter les partenariats entre les deux pays dans le cadre de projets et d'affaires. La Côte d'Ivoire est devenue la première destination des investissements extérieurs du Maroc et les échanges commerciaux entre nos deux pays ont triplé en 5 ans. Il témoigne de notre engagement commun à passer un nouveau palier de co-développement à travers, notamment, une approche plus inclusive permettant aux entrepreneurs, femmes et jeunes, de prendre le train de notre dynamique. Un climat des affaires propice à l'investissement, consacrant une place de choix à la PME. Les chefs d'entreprise du groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire, par ma voix, expriment leur infinie gratitude à Sa Majesté Mohamed VI et à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour avoir mis à leur disposition ce puissant outil de coopération économique et d'affaires entre les entreprises marocaines et les entreprises ivoiriennes qu'est le groupe d'impulsion économique Maroc-Côte d'Ivoire. Après leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de 14 accords se rapportant à des projets qui seront réalisés en partenariat par les deux pays ou par des opérateurs économiques des deux pays. Ces projets concernent, pour n'en citer que quelques-uns, la mise en place de financements pour permettre aux militaires de bénéficier de crédits à des conditions avantageuses pour acquérir des logements, ou encore la création d'une industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire grâce au soutien financier du Maroc. Au terme de cette signature d'accord, le président de la République a déclaré sa satisfaction. Ce qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est que ce sont des conventions signées par des représentants du secteur privé. Pour les précédentes visites, les conventions étaient surtout d'État à État et l'on voit que la coopération s'approfondit avec le Royaume du Maroc et que maintenant nous passons du secteur public au secteur privé, du secteur financier au secteur réel, beaucoup de choses sur le secteur de transport. Tout cela montre que la contribution donc, du Royaume
à l'essor économique de la Côte d'Ivoire est quelque chose d'impressionnant. Nous considérons que chaque fois que Sa Majesté vient en Côte d'Ivoire, il vient chez lui. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, aime à dire le roi Mohamed VI. Le Maroc, pays d'Afrique qui est parvenu à posséder le fameux sésame du développement auquel tous les pays africains aspirent, a désormais sa partition à jouer sur le continent. C'est fort de cela qu'après son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc postule pour son adhésion au sein de la CEDEAO. Comment financer le développement urbain et territorial? C'est sur cette question que le Forum Côte d'Ivoire-France planche depuis ce matin. Une rencontre de 2 jours avec plus de 40 entreprises. Elle vise à établir une plateforme d'échange et aussi à renforcer les capacités des élus locaux en matière de développement durable. Grâce Kando. La Côte d'Ivoire est l'une des grandes puissances économiques d'Afrique selon le Fonds mondial pour le développement des villes. L'un des défis pour rendre cette croissance inclusive reste entre autres la création de projets structurants. Un forum d'échange Côte d'Ivoire-France se tient donc sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire. La décentralisation est l'appareil le plus important, sinon j'allais dire le plus efficace pour apporter le développement dans nos régions. Nous voulons nous réjouir du partenariat que l'RDC a lié et a signé avec le MEDEF. Ces régions bénéficieront de gros projets dans le cadre de l'agriculture et ces projets apporteront un tant soit peu un bien-être, permettront aux jeunes, aux femmes d'avoir du travail et c'est ce que réduire la pauvreté. Je pense que les femmes aujourd'hui, les femmes ivoiriennes, ont le devoir et le pouvoir de faire bouger les choses aussi. Parce que je suis consciente que sur tous les métiers liés à l'agriculture, aux énergies renouvelables, à l'eau, elles sauront répondre présentes. Et je suis aussi un peu là pour ça, pour porter aussi ce drapeau-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, affiche la détermination du gouvernement à accompagner les collectivités territoriales. Le gouvernement travaille très sérieusement sous l'impulsion du président de la République à apporter des réponses et c'est notre mission, c'est notre rôle, mais cela doit se faire dans la sérénité parce que c'est le défi de tous les pays. Et c'est un défi dans lequel nous sommes tous engagés et je pense que nous devons davantage nous reposer sur les élus locaux. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre du Plan national de développement 2016-2020, a signé plusieurs partenariats avec les bailleurs de fonds pour financer la mise en place d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'éducation, l'électricité et l'eau. La Côte d'Ivoire en opération de séduction au Salon international de l'agriculture de Paris. Il s'agit principalement d'y faire la promotion du SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural a déjà invité 240 entreprises françaises à cette rencontre d'Abidjan. Adama Koné, envoyé spécial à Paris. Derrière un salon peut se trouver un autre salon. Le Salon international de l'agriculture de Paris, une bonne vitrine pour vendre le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly n'hésite pas à démarcher l'association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agroalimentaires ADEPTA. Après 2 heures d'entretien, résultat. Cette année, ce rendez-vous est particulièrement important puisque il y a la perspective de cette nouvelle édition du SARA, après l'édition de 2015 en 2017, pour lequel, qui est un rendez-vous extrêmement important pour les entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire française. La Côte d'Ivoire a un rôle de leader qu'elle est en train de reprendre après les années difficiles qu'elle a connues dans la CEDEAO. Jouant la carte de la proximité, le ministre ivoirien frappe à la porte du Mali voisin. Un voisinage d'ailleurs partagé dans la disposition des stands à Paris. Et votre SARA qui est en train d'être préparé, je pense que ça va être un espace extrêmement important
pour partager ce savoir technologique et technique. Le Mali peut tirer le maximum avec la Côte d'Ivoire sur le plan technologique, surtout en arboriculture fruitière. Dans la stratégie de porte-à-porte du ministre, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, dont le roi est en séjour actuellement à Abidjan, se prolongent au bord de la Seine. Le pays, qui garde un bon souvenir du Sahara 2015, entend être davantage visible en 2017. Nous considérons que nous sommes dans un autre pays, nous allons être présents parce qu'on a une forte coopération. Nous avons prochainement une visite de délégation que nous allons travailler, préparer notre participation au même niveau, sinon on va l'améliorer. À Paris, le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly est bien conscient du caractère de rendez-vous du donner et du recevoir. Ce que nous mettons ici sur la table, c'est de montrer le savoir-faire de nos producteurs. Nous sommes venus aussi avec notre grand groupe agro-industriel SIFCA faire la preuve qu'on peut produire de l'huile de palme sans causer de dommages à l'environnement. En retour, ce que nous attendons, c'est toujours des investissements notamment du secteur privé. Nous voulons les encourager à investir sur place pour la transformation de nos produits agricoles, mais aussi nous voulons aussi qu'ils viennent nous aider à améliorer l'offre de services agricoles. Le Salon international de l'agriculture de Paris, ouvert le samedi 25 février, ferme ses portes le dimanche 5 mars prochain. La 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, elle s'est ouverte ce lundi à Genève en Suisse. La Côte d'Ivoire participe à cette session particulièrement importante, en ce sens que le pays est candidat au siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Michel Digré. Les représentants de 47 pays plancheront pendant 4 semaines sur les questions de droits de l'homme dans le monde. Cette 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ouverte ce lundi, bat un record d'affluence et les sujets qui seront débattus sont d'intérêt capital. La montée du terrorisme, la question des migrants, la guerre en Syrie sont entre autres quelques thèmes qui seront abordés au cours des panels. Ce sont au total plus d'une centaine de rapports que présenteront les experts sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Parmi eux, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, qui multiplie en marge des travaux des rencontres bilatérales avec des personnalités de différents pays. Ce mardi, il sera face à l'Assemblée pour porter la voix de la Côte d'Ivoire sur la question des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental du système des Nations Unies créé en mars 2006 pour renforcer la protection et faire la promotion des droits de l'homme dans le monde. Une autre rencontre internationale sur les questions des droits humains s'est ouverte ce même lundi ici, en Côte d'Ivoire. Les experts en la matière sont outillés sur les mécanismes de prévention de la torture, une forme particulièrement grave de violation des droits de l'homme. Herman Guivet. Depuis plusieurs années, diverses initiatives ont été menées en Afrique et ailleurs sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que définis par le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Cet atelier vient renforcer les capacités des participants, ces défenseurs des droits des citoyens, les capacités des médiateurs du continent africain. Qu'ils soient désignés comme mécanismes nationaux de prévention ou pas, les ombudsmans et les médiateurs africains qui participent à cet atelier seront au terme de cette formation des personnes bien informées sur le mécanisme de prévention de la torture. Cela nous permettra de nous inscrire ainsi au nombre des personnes pouvant contribuer à la construction de sociétés apaisées que nos pays appellent de tous leurs vœux. Les conséquences physiques et psychologiques de la torture sont incommensurables. La victime est marquée à vie dans sa chair, hantée par sa captivité ou par les sévices qu'elle aura endurés. Cet atelier devrait également permettre aux ombudsman et aux médiateurs africains d'envisager des mécanismes nouveaux pour la prévention de la torture. L'atelier de formation sur le mécanisme de prévention de la torture qui s'ouvre contribuera sans aucun doute à construire la société nouvelle à laquelle nous aspirons tous. Une société qui préserve les droits de l'homme et les respecte.
2 jours de réflexion pendant lesquels défenseurs des droits des citoyens et médiateurs de la République analyseront le fonctionnement d'un mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention. Amnesty International dénonce les mauvais traitements infligés aux migrants venus d'Afrique noire détenus en Libye. Ils sont régulièrement battus par les gardiens de prison. Ils manquent d'hygiène, de nourriture et n'ont aucune idée du sort qui leur sera réservé. Sidonie Davila. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes qui passent par la Libye pour rallier les côtes européennes. Ces migrants venus d'Afrique noire, pour la plupart, sont la cible d'arrestations arbitraires, de violences, de discrimination et de torture. La Libye, c'est l'enfer. C'est très difficile. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez vu ça et ça. Ça a été fait avec le bout d'une arme à feu. On nous a demandé d'amener le téléphone. Quand tu parles au téléphone, on te frappe. On te demande d'amener $2000. Tu appelles tes parents, ils vont t'envoyer $1000. Quand tu composes le numéro, on te frappe pour que tes parents entendent que tu pleures. Dans un pays en crise depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, ces migrants emprisonnés vivent tous un véritable enfer. On dénombre plusieurs morts parmi eux selon les témoignages. J'ai vu beaucoup de gens mourir, même mes 2 amis. Ils les ont tués en prison. L'un est mort sur moi. Je l'ai attrapé comme ça. Il m'a dit, si tu pars, dis à ma mère que je suis mort. Ils ont tiré sur sa poitrine au moment où il essayait de s'échapper de prison. Je ne sais pas combien d'Africains sont morts en prison en Libye. Des milliers de Noirs souffrent en prison, sont torturés et reçoivent des décharges électriques, seulement à cause de l'argent. Des Libyens torturent leurs propres frères, des Africains, juste pour de l'argent. Près de 1100 migrants ont été secourus en Méditerranée centrale la semaine dernière. De leurs différents témoignages ressortent les mots « actes de torture », enlèvement, séquestration, esclavage et viol. Retour en Côte d'Ivoire pour parler économie. Les acteurs des secteurs publics et privés travaillent à la vulgarisation de la stratégie nationale de dialogue entre les deux parties. En première ligne, l'impulsion d'une dynamique de croissance forte, inclusive, tirée par le secteur privé. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Cette étude réalisée par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES-CAPEC sur le bilan du dialogue public-privé a relevé de multiples défis sur le chemin des réformes nécessaires à la conduite du Plan national de développement PND 2016-2020. Il s'agit entre autres problématiques liées à l'appropriation du dialogue par les autorités publiques et les principales administrations publiques, à la coordination des cadres paritaires existants, à la représentation locale du dialogue public-privé, à la coordination du secteur privé et au renforcement des capacités des acteurs nationaux du DPP. Fort de ce constat, il est apparu impératif d'élaborer une stratégie nationale. Cette stratégie est orientée vers la transformation structurelle et la diversification de l'économie ivoirienne, une exigence pour consolider l'embellie de ces dernières années par la création de valeurs ajoutées et d'emplois productifs. Il est indispensable d'offrir les conditions nécessaires à l'épanouissement et à la pleine cohésion du secteur privé national à travers un dialogue public-privé constructif et inclusif. Un chantier important pour lequel le secteur privé s'engage. Néanmoins, les opérateurs économiques attendent davantage. Le secteur privé espère également de la part de l'État plus d'efforts et de célérité dans la prise en charge de ses préoccupations et la mise à disposition des moyens pour la prise de décision sur des sujets sensibles. La première mouture du projet de document de stratégie nationale du dialogue public-privé a été présentée en octobre 2016. Il est financé par l'État du Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Rencontre des agents comptables auprès des projets cofinancés par l'État de Côte d'Ivoire et par les bailleurs de fonds. Ils travaillent à renforcer les pratiques de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics et par conséquent à augmenter le taux de décaissement des fonds pour la réalisation des projets. Entre autres points au programme, la maîtrise des opérations de décaissement et aussi de clôture des comptes selon les normes internationales édictées par les bailleurs et par le partenaire technique. Poursuivons avec un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
À travers un communiqué publié dans la presse et sur les réseaux sociaux, le Bureau exécutif national de la FESI appelle à des marches éclatées pour réclamer la libération d'élèves qui seraient emprisonnés et la réintégration d'autres qui seraient radiés. Madame le ministre tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'aucun élève n'a été arrêté et emprisonné. Cependant, il est avéré que la police a interpellé à l'intérieur et aux alentours d'établissements secondaires des délinquants en uniforme kaki et qui, pour la plupart, avaient en leur possession de la drogue et ou des armes blanches. En effet, c'est de façon récurrente que l'on note de multiples cas d'agression d'enseignants, de personnel d'encadrement et d'élèves perpétrés dans des établissements par des individus se réclamant de la FESI. Ces actes de violence sont intolérables. Madame le ministre invite la communauté éducative dans son ensemble et singulièrement les parents d'élèves à condamner de tels actes et à faire barrage à ce pourrissement continu de l'environnement scolaire. Elle invite les élèves de Côte d'Ivoire à renoncer à la violence et à privilégier leur formation dans un environnement paisible, condition première de la qualité de la réussite pour tous les apprenants. C'est signé Candia Camara. Le 29 janvier de chaque année est consacré à la Journée mondiale des lépreux. Elle a été officiellement célébrée ici en Côte d'Ivoire ce dimanche 26 février. C'était à Issia, dans la région du Haut-Sassandra. La Journée mondiale des lépreux est un temps de communication clé pour la fondation qui porte son nom et un moyen de sensibiliser les populations à cette maladie en mobilisant les générosités. Selon le docteur Blédi Félix, représentant la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès. La lèpre n'est donc plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Depuis 2001, en Côte d'Ivoire, sur 10 000 personnes, moins d'une personne est lépreuse. Des progrès considérables obtenus grâce aux efforts du gouvernement et le soutien généreux de ses partenaires à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation et l'amélioration de la prise en charge. Raoul Foloro, on vient en appui au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers deux programmes que sont le programme lèpre et le programme ulcère de Bureli. Dans le pays, le nombre d'infections est en baisse depuis quelques années, mais la lutte contre la maladie est difficile. Il y a des hommes, des enfants, des femmes qui ont la lèpre, mais qui ont peur de se présenter dans un centre de santé pour être dépistés comme les malades lépreux, parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont lépreux. Pourtant, la lèpre est une maladie comme les autres. Elle se guérit en 6 ou 12 mois selon le cas. 35 malades en traitement dans les différents sites du département ont reçu des dons des différentes organisations de la lutte contre la lèpre. Il reste beaucoup d'efforts encore à faire. Donc nous demandons vraiment à l'État de Côte d'Ivoire de nous venir en aide et de ne pas cesser de nous soutenir. Les organisateurs prévoient le déroulement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage dans les villages et campements environnants de la ville d'Issia. Un reportage signé Ngana Konaté. Dans le domaine des médias, une quarantaine de rédacteurs en chef et secrétaires généraux de rédaction ont bénéficié d'un renforcement de capacité. L'école du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, à l'initiative de cette formation, regroupe des patrons de presse. Elle entend contribuer à la formation des journalistes et acteurs du milieu des médias. Serge Collier. Un journaliste mal formé est un danger pour lui-même, pour son pays et pour le monde, a-t-on coutume de dire. Conscient de cela, le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse, a initié l'école du GEPSI. Pour le président Patrice Yao, l'école du GEPSI vise à renforcer les capacités des hommes de médias. Est-ce que les différents acteurs de la presse et les éléments qui sont dans les rédactions, tels que les rédacteurs en chef et les secrétaires généraux de rédaction, qui sont les piliers d'une rédaction, est-ce que ces gens ont la formation nécessaire? Est-ce qu'ils ont le profil de carrière nécessaire pour assumer cette fonction? On a estimé que, écoutez, il va falloir qu'on se mette à niveau, même si déjà nous connaissons déjà les b.a.-ba de notre métier. L'école du GEPSI, une belle initiative de l'avis du parrain Ngouan Akamatias. Le maire du Cocody se dit prêt à œuvrer aux côtés du GEPSI pour une presse ivoirienne professionnelle et en phase avec les exigences du métier. Dans notre vision, la presse a une part importante. Chaque fois qu'on nous fera appel au niveau de la mairie, nous répondrons pour donner ce que nous pouvons pour les aider à continuer.
Face à Zio Moussa, le formateur de cette première session de l'école du GEPSI, une quarantaine de rédacteurs en chef et secrétaires de rédaction. Autour du thème « Exigence des fonctions de secrétaire de rédaction et rédacteur en chef dans un journal », ces responsables des rédactions ont été instruits. Ils ont pu, pour ainsi dire, remettre au goût du jour leurs connaissances. Direction Agnibilekro dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le village d'Assikasso a été ravagé par une tornade. Bilan, une quarantaine de maisons et une vingtaine de fermes avicoles ont été détruites. Les populations qui vivent principalement de l'aviculture sont totalement désemparées. Mamadou Kwasi. Les populations d'Assikasso encore sous le choc. Ce village de la commune d'Agnibilekro a connu des heures chaudes le vendredi 24 février dernier. Une tornade a décoiffé une quarantaine de maisons de ce village de 8000 âmes. Bilan, d'importants dégâts matériels mais pas de pertes en vie humaine. Le vendredi dernier, avant-hier, aux environs de 17h, il y a un vent violent qui est venu vraiment emporter toute la maison. Vraiment, nous sommes démunis, on ne sait même plus comment on peut faire. Plus de 150 personnes sont là sans abri. Il y en a même qui dorment dans les cuisines parce qu'il n'y a plus de maison. L'aviculture, dont dépend principalement ce village, n'a pas été épargnée par le vent violent qui a soufflé sur Assikasso. Plusieurs fermes endommagées avec des préjudices importants. C'est la désolation totale chez ces éleveurs. On a perdu beaucoup de bêtes. Ici, c'est l'élevage. Les champs aussi sont endommagées. Au village, Nanamba Karikwadio, chef de village, et ses collaborateurs se concertent pour la mise en place d'un plan de solidarité. Pouvoir venir en aide dans un premier temps aux sinistrés. Et aussi, nous appelons les gens de bonne volonté pour venir s'ajouter à nous, pour pouvoir soutenir les sinistrés sur le plan matériel et même financier. Déjà, des initiatives personnelles permettent de réhabiliter certaines toitures afin de permettre à ces sinistrés de se loger et à ces éleveurs de poursuivre un tant soit peu leurs activités. Le Festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel s'est ouvert ce samedi 25 février à Ouagadougou. Le pays invité d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. Il est bien visible sur place. Le village Akwaba a officiellement ouvert ses portes. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Franck Quadio. Akwaba, coupure de ruban symbolique. Et voici le village ivoirien présenté à la délégation officielle. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, marque ainsi sa présence à ce 25e FESPACO. Atelier d'écriture réservé aux aspirants au métier de scénarisation. La plateforme de rencontre entre stars du cinéma ivoirien et le public, les organisations sous tutelle, la gastronomie. Bref, durant 3 jours, cet espace de 1200 mètres carrés va respirer culture ivoirienne. En plus de nos présences dans les salles de cinéma où nous avons 13 films à présenter, nous avons voulu offrir ce village à Akwaba pour montrer également toute la chaîne de la production du cinéma, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion. À cela, nous avons voulu associer également l'artisanat. Nous sommes venus avec les produits artisanaux de notre patrimoine et nous les exposons à cette place. Et nous avons, dans la coopération culturelle également, associé le CIAO, qui est le Salon national de l'art d'artisanat de Ouagadougou. Pour entretenir l'audience et l'ambiance, un journal humoristique quotidien tenu par le comédien Zongo, en plein visionnage. Entre visite et dégustation du chocolat ivoirien, satisfaction manifestée par les visiteurs. On connaissait déjà les Ivoiriens dans l'ambiance, on s'attendait à ça et vraiment on a retrouvé l'ambiance à la manière ivoirienne. Et nous avons vu la décoration aussi, c'est vraiment naturel. Le village Akwaba de Ouagadougou, c'est aussi un plateau extérieur réservé à l'artisanat. Ils sont plus d'une dizaine venus proposer leur savoir-faire au public ouagalais. À l'instar des grandes nuits hollywoodiennes, le FESPACO célèbre les stars africaines. Des acteurs ivoiriens comme Akissi Delta et Léonard Grogui sont à l'honneur. La nuit des stars sur place au Burkina Faso avec Franck Quadio. Brillance et luminosité, tapis rouge dressé. Le FESPACO côté glamour en attraction. C'est la nuit des célébrités. Georgette Paré, comédienne burkinabé pour l'organisation, situe l'action comme la nécessité pour les comédiens d'être mis en avant. Selon Rasmane Ouedraogo, autre star, c'est une injustice de reparer. Nous sommes au début et à la fin
de l'œuvre cinématographique. On va au cinéma, c'est pour regarder un comédien. C'est pour rire avec le comédien, c'est pour pleurer avec lui. Nuit des stars, strass et paillettes, mais au-delà, rapprocher l'acteur de son public. C'est un projet qu'il faut soutenir. Ça va plus encourager les acteurs à se donner et au cinéma et au corps de métier. C'est très positif de mettre en valeur ceux qui se battent pour faire du cinéma parce qu'ils ont beaucoup de mérite, surtout en Afrique. Et ils ne le font pas forcément pour devenir les plus riches du monde, mais ils le font par passion. Il y a des films aujourd'hui qui sont des films qui écrivent sur l'histoire africaine. Quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria, je pense qu'ils se sont positionnés parce qu'ils parlent de chez eux, ils parlent d'eux. En marge du discours, la reconnaissance du talent. Gérard Essamba pour le Cameroun, mais surtout Akissi Delta et Léonard Grogué, distinguées célébrités d'or à cette soirée. Il le fallait parce que moi, depuis 1989, je suis toujours venue ici pour participer au FESPACO. Et quand nous venons accompagner nos producteurs et réalisateurs, nous restons à côté, on ne nous voit même pas. Avec ce que je viens de voir ce soir, le cœur du cinéma africain et ce que j'ai vu hier, à l'ouverture de FESPACO, et je suis sûr que l'Afrique a son mot à dire dans le cinéma. Un espace aussi pour poser les réelles difficultés du 7e art, mais aussi favoriser le rapprochement des langues et des peuples. John Dumelo pour le Ghana et Fabien Lodjede, Nigeria, comme invités spéciaux. La nuit des célébrités, l'initiative entend s'inscrire dans la durée. C'est la première du genre à la grand-messe du cinéma africain, le FESPACO. Et direction Hollywood pour la 89e cérémonie des Oscars. L'Académie avait promis davantage de diversité dans les lauréats. Pour cette édition, plusieurs acteurs et réalisateurs noirs ou musulmans ont été récompensés. Le drame Moonlight a finalement été sacré meilleur film après un petit moment de confusion lors de la proclamation des résultats. La soirée a aussi été marquée par des déclarations contre la politique anti-immigration de Donald Trump. En Corée du Sud, la dernière audience, dans le cadre de la procédure de destitution visant Park Geun-hye avait lieu ce lundi à la Cour constitutionnelle. La présidente coréenne est engluée dans un scandale de corruption pour lequel l'héritier du conglomérat Samsung a déjà été placé en détention provisoire. Et sur RTI 1, il y a la reprise de l'émission Lundi Sport ce lundi 27 février à 20h50. Tout à l'heure, retrouvez donc Cathy Touré. Au menu ce soir, du judo, du basket et des informations sur les 8e Jeux de la francophonie. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.